Votre quotidien a toujours le même goût? Moulinex présente Cookéo. Préparez plus de 100 plats préprogrammés en quelques clics. Faites votre choix et Cookéo s'occupe de tout en un rien de temps. Avec Cookéo, le premier multicuiseur intelligent de Moulinex, rien de plus facile pour changer votre quotidien. À la une de l'actualité, ceux qui dorment et ceux qui révisent, ceux qui se détendent et ceux qui se rongent les ongles, à chacun sa façon de vivre la veille du bac. Demain, l'heure sera à la philosophie pour des milliers d'élèves de terminale. Interdit à la vente libre dans les jardineries, le Roundup est le premier herbicide contenant du glyphosate à être visé par Ségolène Royal. La ministre de l'écologie a décidé de lutter contre ce principe actif cancérigène. Pas de vague bleue marine sous les cocotiers avant la fin de l'année. Marine Le Pen a reporté sa tournée antillaise aujourd'hui. Une visite initialement prévue du 22 au 27 juin est finalement reportée pour la 3e fois, faute d'agenda selon l'OFN. Enfin, quand les médiathèques et bibliothèques du nord de l'île sont interconnectées, c'est ce que permet le tout nouvel outil de Cap Nord. Inauguré ce matin à Case Pilote, il devrait redynamiser une quinzaine d'établissements. Et puis notre invitée ce soir sera une coach certifiée, Nathalie Jeunelot, vous le voyez. Elle dira aux futurs bacheliers comment faire face au stress et donner le meilleur de soi-même face à la copie demain. Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. Avant de développer tous ces titres, direction la prison de Ducos où les syndicats pénitentiaires tirent encore la sonnette d'alarme. Hier, les gardiens ont été littéralement dépassés par les événements. Après avoir menacé ses geôliers avec une arme artisanale, l'un des détenus a réussi à monter sur le toit d'un bâtiment de la maison d'arrêt. Il a finalement été maîtrisé avec l'aide de la gendarmerie. Pour les personnels de la prison, ce débordement, c'est la démonstration claire de la violence qui règne entre ces murs. Loïc Régis. Dimanche, vers 10h45, peu après la promenade, au cours d'une fouille sur un détenu, les surveillants saisissent un téléphone portable. Mécontent, l'individu âgé d'une vingtaine d'années agresse 2 gardiens avec un pic artisanal. Violent, difficilement maîtrisable, il parvient à s'enfuir sur le toit de la nouvelle cuisine, proche de la sortie. On a essayé de sécuriser le détenu pour l'empêcher de créer un incident encore plus grave. Il a profité de ce temps-là pour parvenir à une zone neutre et grimper sous les toits grâce à un grillage très ancien. Et ce dernier s'est retrouvé sur les toits et avec une facilité telle que ça demande que des mesures de sécurité soient prises rapidement pour empêcher de tel accès au toit de l'établissement. Il faudra l'appui de l'hélicoptère de la gendarmerie, des forces d'intervention et de 2 négociateurs pour que le prisonnier obtempère au bout de 2 heures. Une nouvelle illustration d'une situation extrêmement tendue à l'intérieur des murs. Le personnel ne se sent plus en sécurité face à des détenus de plus en plus agressifs. Nous attendons à ce que tous les fauteurs de troubles, tous les détenus qui agressent le personnel, nous demandons le transfert immédiat, soit en Guyane ou en métropole. Nous avons une trentaine quand même de détenus, plus d'une trentaine de détenus quand même identifiés. Ce sont des détenus très dangereux, donc nous travaillons dans de plus en plus d'insécurité à ce centre pénitentiaire. Donc nous voulons quand même que la direction locale et la chancellerie soient informées que les agents viennent travailler. On a le sentiment qu'ils viennent travailler de plus en plus en marche arrière. Tentative d'évasion ou coup de force d'un détenu en attente de transfert. Il est encore tôt pour le dire, une enquête a été ouverte. L'individu a été placé en isolement. Il passera bientôt en commission de discipline. Et notez que la ministre de la Justice, Christiane Taubira, devrait se rendre en Martinique début juillet, l'occasion peut-être d'apporter des réponses au personnel du centre pénitentiaire. Pour elle, en revanche, les cocotiers, ce sera pour plus tard. Alors qu'elle avait prévu sa tournée antillaise du 22 au 27 juin, Marine Le Pen a annoncé ce matin qu'elle reportait sa visite à la fin de l'année. En Guadeloupe comme en Martinique, un collectif s'était déjà formé pour contrer la venue de la délégation FN comme en 1997. Cette fois encore, ils devront donc repousser leurs efforts. C'est la 3e fois que Marine Le Pen annule un voyage dans les Outre-mer. Élodie Toto, Hélène Renaud avec Tamara Capron. On l'attendait pour la dernière semaine de juin, mais Marine Le Pen ne viendra pas. Elle a décidé de reporter sa tournée aux Antilles à une date indéterminée. Quand on n'est pas bien venu, on se garde de venir. Donc comme c'est reporté, c'est très bien. Il n'y a pas de raison que l'on puisse empêcher à Marine Le Pen de débarquer à la Martinique. Nous sommes dans un département français. Marine Le Pen, pour moi, c'est secondaire. Ce ne sont pas des Européens qui votent Marine Le Pen seulement. Il y a des Antilles, il y a des Martiniquais. C'est parce que justement, il y a
une manière de dire aux politiques que ce que vous proposez ne nous convient pas. Pour les membres de Marine des Waal, le report de la visite est dû à leur mobilisation. Marine Le Pen, dehors, les racistes, dehors. Souvenez-vous, en mai dernier, le comité avait manifesté contre une délégation FN venue préparer la tournée de leur présidente. C'est une victoire, mais la victoire, c'est d'abord la victoire citoyenne. C'est de voir que les citoyens, parce que la plupart des gens bien plus jeunes que moi, n'avaient jamais eu de mobilisation avant. Ils ne s'étaient jamais mobilisés pour rien et on a vu leur détermination. Mais pour les cadres du parti, la raison du report est tout autre. Vous êtes au courant qu'il y a eu pas mal de remue-ménage au sein du Front National. Il y a un congrès extraordinaire du Front National qui se déroule actuellement. Les résultats auront lieu à la mi-juillet. Elle ne peut pas se déplacer. Elle viendra en Martinique et la date, je vous la donnerai quand elle prendra la décision de venir. Car le FN traverse une crise. Les structures du parti sont remises en question et font en ce moment même l'objet d'un vote auprès des frontistes. Mais pour l'instant, rien n'indique que Marine Le Pen foudra le sol de la Martinique. En bref, la direction de la CFTU est en colère ce soir. 3 de ses agents ont été agressés aujourd'hui sur les lignes du réseau Mosaïque. Si les vitres anti-agression ont permis de limiter les dégâts, elles n'atténuent pas le préjudice subi pour autant. La direction en appelle au civisme de chacun et au respect mutuel. Un œil à présent sur l'actualité sociale avec les représentants du personnel des hôtels Caribéa. Cet après-midi, ils avaient rendez-vous avec leur direction, le président du groupe, les représentants du conseil régional et de l'État. Une réunion au sommet pour répondre aux questions des salariés. La semaine dernière, ils apprenaient le passage au tribunal de commerce du groupe Fabre Domergue, dont Caribéa est une filiale, de quoi générer de vives tensions et beaucoup d'interrogations. Après plusieurs heures d'échanges, les parties ont convenu d'un calendrier de rencontres. Écoutez ces précisions recueilles par Louis Sabas. Les inquiétudes, elles étaient de plusieurs ordres, notamment sur le passage au tribunal de commerce. Là-dessus, il y a eu une information parce qu'en fait il s'agit effectivement d'une conciliation et qui va permettre aux travaux de débuter dès lors que le tribunal de commerce aura validé cette conciliation. Après, nous avons un certain nombre de revendications qu'on a portées et qui vont nécessiter des groupes de travail. Et on s'est mis d'accord sur une composition des groupes de travail et puis un calendrier. Parlons maintenant d'une molécule que l'on retrouve dans la plupart des désherbants commercialisés en Martinique, le glyphosate. Il s'agit d'un principe actif cancérigène contre lequel s'élève Ségolène Royal. La ministre de l'écologie a ainsi décidé d'interdire la vente en libre service des désherbants dans les jardineries. Parmi eux, le Roundup, herbicide vedette de la marque Monsanto, l'un des plus vendus en France. Hélène Renaud avec Élodie Toto et Tamara Capron. Une fois par mois, Laurie utilise cet herbicide pour sa petite plantation de bananes. Pendant la pulvérisation, ce jardinier n'utilise pas de masque et se met simplement dos au vent. Je ne vois pas quel danger ça apporte pour l'instant. Tu vois, parce que les trucs que j'ai plantés, que je mange, et pour l'instant, dans ma santé, c'est pas encore dégradé. Pourtant, l'herbicide utilisé par Laurie contient du glyphosate, potentiellement cancérigène selon l'Organisation mondiale de la santé. Ce principe actif est aujourd'hui dans le collimateur du gouvernement. La ministre de l'écologie souhaite interdire la vente en accès libre du Roundup, le désherbant le plus vendu au monde, composé de glyphosate. La France doit être à l'offensive sur l'arrêt des pesticides. Et d'ailleurs, elle doit être aussi à l'offensive sur l'arrêt des pesticides dans les jardins. Et je vous annonce que j'ai demandé aux jardineries d'arrêter de mettre en vente libre le Roundup de Monsanto. Dans cette jardinerie, le Roundup reste le désherbant le plus vendu. Mais sa probable interdiction en vente libre n'étonne pas les clients, conscients du danger. J'ai déjà utilisé plusieurs fois, mais maintenant je n'en utilise plus, parce que c'est trop dangereux. Je suis pour le désherbage naturel, donc je m'accroupis et j'arrache mes petites herbes. Ça fait plus de 10-15 ans que j'utilise ça, je n'ai jamais eu de problème. Le Roundup tue mieux l'herbe. Par contre, il ne faut pas en utiliser souvent. Parce que du fait que ça détruit la racine, on risque d'avoir une terre non fertilisante. Pour cet écologiste, les Martiniquais ne doivent pas seulement limiter, mais arrêter l'utilisation des herbicides. Le bébé qui est dans la chambre n'a pas de masque. Tous ceux qui sont dans la zone n'ont pas de masque. Automatiquement, toutes ces molécules vous reviendront à travers le nez dans le poumon et puis ça recommencera à faire ses effets.
Mais c'est un effet différé. Ce n'est pas une affaire qui vous tue tout de suite. Ça vous donne un cancer. Et au bout de 20-25 ans, vous avez votre cancer, vous êtes tranquille. Un message peut être reçu par Laurie. Le jardinier compte investir dans une débroussailleuse pour éviter au maximum que ses enfants ne mangent des bananes empoisonnées. C'est un jour qu'ils ont redouté toute l'année. Demain, des milliers d'élèves de terminale se lanceront dans l'épreuve de philosophie, la première du baccalauréat. À la veille de ce jour J, certains sont encore plongés dans les livres, d'autres préfèrent en revanche le calme et la détente. Entre révision et repos, de la bibliothèque à la maison, Volana Razafi Manonsoa a suivi ceux qui joueront les Platons demain matin. Regardez. Non, je travaille pas, j'ai fini. Ne vous inquiétez pas pour moi. Pourquoi vous inquiétez pour moi? À moins de 24 heures du baccalauréat, Laurine n'est pas vraiment stressée. Avec une moyenne de 15, cette très bonne élève n'est pas une adepte du bachotage de dernière minute. En terminale S, la philosophie est une matière mineure qui apporte peu de points. Après avoir révisé quelques minutes ce matin, l'heure est à présent à la détente. Les révisions de dernière minute, je trouve pas vraiment que ça aide. Moi, je trouve que ça embrouille un peu. Donc voilà pourquoi j'ai pas vraiment révisé aujourd'hui. J'ai préféré me détendre avec mes amis pour être en bonne situation demain. Le devoir, c'est quelque chose que tu as le droit de faire. La dette, c'est quand quelque chose a agi, quelqu'un a fait quelque chose pour toi et tu dois lui remettre. En terminale L, Dara et Sarah sont un peu moins détendues que Laurine. Avec un coefficient 7, l'épreuve de philosophie est très importante pour les littéraires. Alors les deux lycéennes ont choisi la bibliothèque pour réviser dans les meilleures conditions. En fait, je me sens un peu stressée puisque sachant que la philo, on va dire que ça relève plus du hasard puisque sur le moment, même si on s'y connaît en philo, par exemple, si on tombe sur un sujet qui ne nous dit pas grand-chose, ne nous inspire pas vraiment, on n'aura pas vraiment d'idée pour l'exploiter, pour bien exploiter le texte. Donc c'est un peu ça mon problème, donc je redoute un peu cette histoire. Au programme cette année, une vingtaine de chapitres répartis dans 5 grandes notions. Le sujet, la culture, la raison et le réel, la politique et la morale. Enseignée uniquement en terminale, la philo est une matière qui fait souvent peur aux élèves. J'ai peur de tomber sur la notion sur les sciences ou bien l'inconscient et le conscient parce que je ne maîtrise pas trop cette notion, mais bon, si je tombe dessus, je vais faire de mon mieux et puis on verra. Mais j'aimerais bien tomber sur la société, la liberté ou le désir. L'année dernière, plus de 3000 candidats au bac général et technologique en Martinique ont planché sur les questions « Peut-il être juste de désobéir à la loi ? L'expérience est-elle un savoir ? Ou encore, peut-on contraindre certains à être libres ? Allez, bon courage !» Et pour que les candidats soient le plus sereins possible, nous recevons ce soir sur notre plateau un coach certifié. Bonsoir Nathalie Genelot. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors votre métier, c'est d'aider quelque part ces jeunes. En général, vous êtes plutôt sur les métiers, l'univers professionnel, mais votre métier, c'est quand même d'accompagner ces jeunes pour qu'ils puissent lutter contre le stress et puis positiver un maximum. Les élèves de terminale auront bien besoin de vos conseils ce soir. Comment on calme le stress qui parfois nous paralyse devant la copie ? Alors déjà, le stress, c'est très bon signe, hein, c'est du bon stress. C'est du stress qui va nous stimuler. On sait qu'on a une meilleure concentration, on sait qu'on a une meilleure performance intellectuelle avec ce bon stress. Donc c'est une très bonne chose. Tant mieux s'il y a du stress. Et puis on se dépasse avec le stress. Donc bien sûr, on n'est pas stressé, ça va peut-être venir juste avant, mais en tout cas, là... on a envoyé un message à notre cerveau qui est de dire « faut donner le meilleur de soi-même », le 16. Donc là, lui, il envoie de l'adrénaline, il envoie des corticoïdes qui font qu'on doit avoir des petits symptômes comme quoi on a du bon stress qui arrive dans notre corps. Et alors, comment on donne le meilleur de soi-même ? Alors, comment on donne le meilleur de soi-même ? Déjà, ce soir, il y a quand même un peu à dormir, parce que notre cerveau, il a quand même besoin d'oxygène, de repos et d'alimentation, donc avoir une certaine hygiène, voilà. On risque d'avoir des troubles du sommeil ce soir, donc ce qui est normal, hein. Donc on va utiliser des méthodes pour se relaxer, ce soir, manger des pommes, prendre des plantes qui aident à dormir, et puis si jamais on se réveille dans la nuit, on va utiliser toutes les méthodes pour se rendormir, écouter de la musique, des choses comme ça. Compter les moutons. Voilà. Et puis si demain matin, on se réveille plus tôt que d'habitude, on se lève et puis on peut aller marcher, nager, faire un peu de gym avant l'épreuve. Ça, c'est une bonne chose. Comment on garde confiance en soi face à la copie ? Alors la confiance en soi, ça peut être des exercices un peu particuliers qu'on appelle des exercices de visualisation, que les grands sportifs font, que les hommes politiques utilisent aussi. C'est-à-dire, on peut
faire un exercice en 2 temps. Un premier temps où on va rechercher une belle réussite qu'on a eue. Donc, ça peut être une réussite sportive, une réussite professionnelle, enfin voilà. Scolaire. Scolaire, mais pas forcément. Hein. Ça peut être une réussite dans n'importe quel domaine. Et puis, dans un deuxième temps, donc on va réfléchir à ça, à positiver. Et puis, d'un deuxième temps, on s'imagine à la sortie de l'épreuve en ayant super réussi. Et comme on est content, et puis on peut même se visualiser à la fin du bac en train de faire la fête avec les amis. Et tout ça, ça nous emmène de l'énergie positive, c'est de la pensée positive et c'est très bon pour les épreuves. Est-ce que la prise de médicaments pour la mémoire, pour le sommeil, est-ce que la prise de vitamines par exemple, c'est vraiment bénéfique ? Alors, je ne suis pas médecin, hein. Moi je suis coach, donc je ne pourrais pas vous dire exactement. Je ne suis pas trop pour les médicaments de manière générale, je vais plutôt chercher l'homéopathie ou des choses qui vont aider, mais plutôt sous forme de plantes. Là, je ne suis pas sûre que de prendre un médicament ce soir va changer grand-chose à la mémoire pour demain. Oui, c'est un peu juste là. C'est peut-être un peu juste. Je pense qu'on peut s'aider effectivement avec des plantes, avec de l'homéopathie, des choses des petits granules peuvent nous aider, oui. Alors l'un des facteurs stress, c'est aussi la pression exercée par les parents. Ils sont parfois plus angoissés que les candidats, hein, ça arrive souvent. Quels conseils vous pouvez donner aux parents ce soir ? Aux parents, je pourrais déjà commencer par leur rappeler 2 chiffres. Hein. Avant le rattrapage, 80% des candidats vont avoir leur bac déjà. Et puis après rattrapage, c'est 9 sur 10. Donc ça permet de rassurer. J'ai une fille qui passe le bac demain aussi. Du coup, vous êtes très concernée. Je suis assez concernée, qui m'a dit « c'est pas la peine de nous mettre la pression, on l'a déjà ». Donc je pense aujourd'hui aux parents, ils ont plus un rôle de soutien, ils ont plus un rôle d'avoir confiance en leurs enfants, plus un rôle d'être là pour eux. Voilà, je pense qu'effectivement, ils peuvent être des gros stresseurs. Donc plutôt leur amener beaucoup de force et qu'ils aient confiance en eux. Merci beaucoup, Nathalie Genelot, d'avoir été avec nous ce soir pour tous ces précieux conseils. On encourage bien sûr tous les jeunes qui demain entameront leur épreuve de philosophie. Et d'ailleurs, on sera avec eux au lycée polyvalent de Bellefontaine. On sera en direct avec Laura Châtenay-Rivaudet qui pourra vous faire vivre en direct donc ce moment de cette première épreuve de philosophie avec également la rectrice. Merci encore d'avoir été avec nous. Restez avec nous sur ATV. Dans un instant, on ira en Guadeloupe où la secrétaire d'État à la ville, Myriam El Khomri, est en visite pour 2 jours. Ce matin, elle était au Moule. On verra ça tout à l'heure. Et puis Hubert Bornil nous emmènera ensuite à la rencontre de Ghislaine Osier-Lafontaine, une plasticienne qui s'inspire des arts précolombiens. Ce sera dans le JT des communes. Mais avant, partons en région parisienne où a été interpellé ce week-end le Guadeloupéen Alain Simion. À 58 ans, cette figure syndicale de la CFDT, militant du Comité international des peuples noirs, a été incarcéré à la prison de Bois d'Arcy dimanche. Samedi, il a avoué le meurtre de sa compagne. Il l'aurait tuée dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. Les explications de Thomas Delorme et Éric Dupuis. C'est dans cet immeuble du Chesnay que le corps de Marie-France Ozigre a été retrouvé sans vie jeudi matin. La jeune fille d'origine ivoirienne et âgée de 25 ans, et vraisemblablement sans papier, habite ici depuis 1 an chez sa marraine. Il y a 6 mois, elle rencontre Alain Simion. Ils envisagent de se marier. Pourtant, tout bascule ce 11 juin dernier. Marie-France entretient une relation avec quelqu'un d'autre. Alain cherche alors à avoir des explications ce matin-là. La discussion dégénère dans la cuisine et Alain aurait porté plusieurs coups de couteau dans le dos de Marie-France avant de s'en aller. Il assure qu'à son départ, elle était encore vivante. Ce récit, Alain Simion va le faire devant les enquêteurs le samedi suivant, après s'être rendu aux autorités. Après avoir dans un premier temps clamé son innocence, le suspect numéro 1 craque et avoue le meurtre de Marie-France Ozigre. Il est immédiatement écroué et incarcéré à la prison de Bois d'Arcy. L'autopsie, qui devrait avoir lieu dans les prochaines heures, devrait confirmer que Marie-France Ozigre a bien été tuée de 5 coups de couteau dans le dos. Visite éclair en Guadeloupe pour la secrétaire d'État chargée de la politique de la ville. Entre aujourd'hui et demain, Myriam El Khomri devra rencontrer les services de l'État pour faire le point sur l'urbanisation de l'archipel et enchaîner plusieurs visites de chantier afin d'échanger avec les acteurs locaux. Ce matin, c'est au quartier derrière le fort, au Moule, qu'elle s'est rendue. La commune bénéficie du contrat de ville qui prévoit des actions de cohésion sociale, de renouvellement urbain et de développement économique. Le reportage de Linda Kayarsi. Idole, Rita et Jeanne portent un regard neuf sur leur quartier. Depuis plusieurs semaines, il fait peau neuve grâce au nouveau contrat de ville, un plan d'aménagement urbain pour améliorer leur quotidien. C'est quelque chose de normal, parce que comme on a rénové les autres quartiers, et
derrière le fort, mérite aussi sa place dans la commune du Moule. Les gens passent tout le temps, de tout le temps ils sont là. Ouais, ils peuvent sur la mer, il y a le bord de la mer et tout. Il y a le fort qu'on profite dessus. Au moins, c'est bien. On commence à rénover, ça va. Et la municipalité du Moule compte bien poursuivre sur cette lancée de rénovation. Elle a déjà entrepris un relooking de plusieurs de ses quartiers avec des objectifs bien précis. Mais aujourd'hui, la ministre est venue parce que ce quartier-là, comme plusieurs quartiers de la ville, sont dans le contrat de ville. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Le quartier qui se développe, la mixité qui va se faire, les jeunes, enfin, les anciens qui se donnent à la jeunesse par le biais d'associations. Et je pense qu'elle se fera un bilan de ce que nous faisons dans notre commune et ce que nous attendons d'elle. Autant d'enjeux portés par l'État à travers un ensemble de moyens et d'actions nécessaires pour assurer un meilleur développement social, urbain et économique. Nous avons décidé que l'outre-mer allait bénéficier du nouveau programme de renouvellement urbain de façon très importante. Nous avons sélectionné 23 sites, dont 4 en Guadeloupe, notamment aux Abîmes et à Pointe-à-Pitre, qui visent justement on met près de 450 millions d'euros sur un programme national de 5 milliards. C'est autant que le premier programme qui est un programme de 12 milliards. En Guadeloupe, 7 communes, dont la ville du Moule, vont bénéficier des crédits de la politique de la ville. Retour en Martinique avec un peu de sport et un programme 100% filles le week-end dernier. On se souvient de la victoire des Joséphines en foot féminin, le RC Saint-Joseph qui a tout raflé cette saison. Et puis sur vélo, c'est Mathilde Bataillé du Madinina Bikers qui a brillé lors du premier Grand Prix féminin. Retour sur un week-end de sport intense avec Caril Chassol, Louis Sabas, José Lechertier et Michelet François. Temps fort de ce week-end de sport, la finale du championnat de football féminin. Samedi soir, dans un stade de Petit-Bourg-Comble, le RC Saint-Joseph a battu le RC Rivière-Pilote sur le score de 2-0. Une victoire et un sacre qui referment une saison exceptionnelle pour les Joséphines qui ont tout raflé. Le championnat donc, mais également la Coupe de Martinique, la Fémilaf et le trophée Henri Jumontier en tout début de saison. Et les femmes étaient décidément à l'honneur ce week-end. En cyclisme, le premier Grand Prix féminin s'est déroulé samedi et dimanche. Et au final, c'est Mathilde Bataillé du Madinina Bikers qui remporte ce premier Grand Prix qui a vu la participation de féminines de Saint-Barth et de la Guadeloupe. Les sports nautiques étaient au programme ce week-end avec notamment la 7e journée de régate en Gommiers. Et c'est le plan d'eau de Sainte-Luce qui a servi de cadre à cette journée. En dépit de conditions de mer difficiles, les 2 régates ont pu se tenir. La première est revenue à Welcome et la seconde à The Comeback qui confirme là sa place de leader au général. En bref, notez que l'Éole était elle au diamant et seule une des 2 courses a pu se tenir du fait des mauvaises conditions de navigation. Elle a été remportée par Rosette Orange. Nos jeunes rugbymen U10 et U12 étaient face à leurs homologues de Saint-Barth, de Saint-Martin et de la Guadeloupe à l'occasion du tournoi René Dan qui s'est déroulé samedi au diamant. Cette 3e édition a été remportée chez les U12 par le Rugby Club Diamant Martinique et Saint-Barth chez les U10. Allez, un peu de culture à présent avec le programme des RCM, les rencontres cinéma Martinique. Comme chaque soir, un avant-goût de ce qui vous attend demain. À 12h30, vous pourrez découvrir Ciné Midi avec le palmarès du prix de cours 2015, Maman Mandelot de Julien Siloret, Barbara de Yannick Privat, Panga de Marvin Ganyamb et Mon île de Stevie Massou. Ce sera en salle France Fanon de l'Atrium. À l'étage, la salle Casavant présente à 17h le documentaire Un caillou et des hommes. Et puis, le grand film du soir, salle France Fanon, toujours à l'Atrium, ce sera Los Hongos d'Oscar Ruiz Navia à 20h30. Bien sûr, il y aura également des projections à Madiana et en commune, au Prêcheur, salle Félix Grelet à 19h, à la galerie 14 degrés nord, 61 degrés ouest de Dillon à 19h également, et à la médiathèque du Saint-Esprit de 14h30 à 14h30 et à 18h. Ça tombe bien, les médiathèques, on en parle tout de suite dans le JT des communes. Voilà le JT des communes qui commence en haut de la carte avec un mot qui devrait revenir souvent, Nord Médiathèque. Comme son nom l'indique, il s'agit du nouveau réseau des bibliothèques et médiathèques du Nord. Inauguré ce matin à case pilote par Cap Nord, il devrait permettre à 15 établissements d'être interconnectés en permanence. De quoi relancer l'intérêt du public de case pilote, de Trinité, du Prêcheur, Grand-Rivière ou encore Macouba pour la lecture et la culture. Louis Sabas. Avec la mise en réseau des bibliothèques et médiathèques,
Ce sont plus de 90 000 ouvrages qui sont à la disposition des lecteurs du nord de la Martinique. Un bond technologique dont l'objectif est de développer la lecture dans cette région en ramenant le public à la bibliothèque. D'ici 6 mois, on va faire une évaluation pour savoir par rapport à l'année dernière quel taux de fréquentation et si on a une augmentation. Mais aux premières vues, par rapport au nombre de personnes qui ont entendu, je pense que même pour le mois de juin, l'augmentation a déjà commencé. Le réseau Nord Médiathèque 972 rassemble 15 médiathèques et bibliothèques. L'abonné peut lancer une recherche d'ouvrages à travers tous ces services de lecture publique. Ça permet de fournir à l'usager un fond documentaire qui se voit élargi, puisqu'effectivement chaque usager avait accès au catalogue de sa commune. Maintenant, il accède au catalogue collectif. Il pourra demander à acheminer ce document dans une bibliothèque qui se trouve plus près de son lieu de domicile ou de travail. Le système permet la consultation sur place ou à distance d'ouvrages numériques. Une opération possible aussi à partir d'un smartphone. Pour cela, les établissements ont été équipés et modernisés par Cap-Nord. Les 15 communes ont été équipées de matériel, de logiciels, de tous les outils nécessaires à stocker, à étiqueter, du matériel informatique également et des imprimantes, des scanners. Il faut compter dans les 151 000 € pour tout l'aspect logiciel, portail, tout équipement. Et concernant le matériel informatique complet pour toutes les communes, 90 000 €. Montant total de l'opération, environ 240 000 €, financé par Cap-Nord, le Conseil général et le ministère de la Culture et de la Communication. Les communes du Nord ont participé à hauteur de 10%. Et attention, travaux dès demain et pour les 3 semaines à venir, la circulation piétonne et routière sera réduite ou alternée sur la RD10 quartier Charmeuse au Prêcheur, puisque nous étions dans le nord. Des coupures ponctuelles d'1 heure auront lieu plusieurs fois par jour. Une déviation sera mise en place vers la route du Morne-Folie, mais elle sera interdite, attention, aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Travaux également à prévoir sur la route de Balata, la RN3. Le chantier aura lieu entre le Pont de Chêne et Détour Bourdin dès demain mardi et jusqu'au 24 juin. Il s'agit de travaux nocturnes de 21 h à 5 h du matin. La circulation sera fermée pendant la durée du chantier. Fermée aussi près de l'aéroport dans le sens du COS Fort-de-France de 21 h à 5 h. De mardi à jeudi, une bande de travaux entre la zone artisanale du Larenti et le giratoire en cours de création sur la RD3 sera installée. Prenez donc vos dispositions. Enfin, on termine cette info pratique avec un œil comme chaque jour sur la carte de l'EFS. Le camion de l'établissement français du sang sera stationné sur le parking de Carrefour Express à Rivière-Salée demain de 9 h à 14 h. Vous pouvez aussi vous rendre à la Maison du Don à la Ménard de 9 h à 16 h. On termine avec de belles images, celles des œuvres de Ghislaine Ozier-Lafontaine. Son travail inspiré des arts précolombiens se décline sur de nombreux supports, des collections qu'elle présente notamment lors d'expositions collectives comme la Poule Art Fair ou Quand l'art se fait femme à l'Hôtel de Région. Hubert Bornil et Michelet François sont allés à sa rencontre au Marin. Regardez. Voilà, j'ai pris mon pinceau et décidé de me lancer un peu dans l'art. Et rassurez-vous, je n'irai pas très loin. Je préfère laisser le travail à Ghislaine Ozier-Lafontaine. Vous allez voir, c'est une dame qui dégage beaucoup de choses à travers ses œuvres. Regardez. Entre deux expositions, Ghislaine Ozier-Lafontaine prend le temps de s'occuper de sa petite fille. Dans son appartement de la baie au Marin, elle vit dans un atelier et l'atelier vit en elle. Après, il y a un travail de finition à la peinture, etc. Et après ça, une fois que c'est sec, je repasse un autre produit qui est un genre de pâte à bois travaillée, qui blanchit, qui donne une texture extrêmement riche au point de vue couleur, qui renvoie la lumière. Un atelier qu'elle aime comparer à une caverne à l'image de ce monde. Spectacle d'ombre, représentation de monde d'apparences agitées. Ce qui m'intéresse de plus en plus dans mon travail artistique, c'est de faire ressortir à travers mon travail toute cette esthétique amérindienne qu'on retrouve dans toutes les créations, qu'elles soient des poteries, des céramiques, de toutes ces populations arawak, caraïbes, etc. Fortement imprégnée des secrets et découvertes de l'archéologie précolombienne, Ghislaine Ozier-Lafontaine crée sur tout support, qu'il soit naturel ou synthétique. Des supports très variés que je recueille dans mon environnement
et qui m'inspirent, soit par leur texture, soit par leur couleur, soit par une espèce de relation sensitive que je peux avoir avec les objets, de la nature. La création pour l'artiste, c'est comme creuser au fond de notre terre et d'en faire émerger une écriture nouvelle. On est séduit par la finesse du travail de Ghislaine Osier-Lafontaine, cet ton, cette recherche et puis tous ces sentiments qui se dégagent à travers ces peintures. On la retrouve prochainement en novembre prochain à la galerie Toute Coulée. Elle sera en exposition là-bas. Ah, ça y est, il est conquis, c'est merveilleux. C'est la fin de votre édition locale et communale. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne bougez pas dans un instant, on reste tout près de vous avec Anche Pays. À tout de suite.